Nous sommes mardi 28 janvier 2020. Bonjour, bonsoir, chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue dans ce journal. Mais tout d'abord, les principaux titres. Les violations de droits de l'homme au Burundi se poursuivent. Seul le mode d'exécution a changé. Propos de Karina Tertsakian, chercheur de l'organisation IDHB, qui appelle les dirigeants du Burundi à lutter contre l'impunité et à respecter les droits humains. C'est inimaginable de voir un endroit stratégique comme celui qu'occupait l'ancien marché central de Bujumbura, toujours pas réhabilité 7 ans après l'incendie qu'il a ravagé. Vous suivrez l'analyse de Gabriel Rufyili, président de l'OLUCOM, en début de ce journal. La solution à la crise politique que traverse le Burundi réside dans la restauration de l'accord d'Arusha et de la Constitution de 2005. Propos d'Innocent Muhozi, directeur de la télévision Renaissance. Tout de suite, le développement de ce journal. Page économie pour démarrer ce journal. L'ancien marché central, 7 ans après avoir été ravagé par un incendie, n'a toujours pas été réhabilité. Les commerçants, victimes de ce sinistre, n'ont pas été indemnisés. Ils ont perdu leurs marchandises et leurs stands. Pour le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques au LUCOM, il est inimaginable qu'une place stratégique passe une telle période sans être mise en valeur. Reportage Thierry Vigilindavi. Il y a exactement 7 ans que le géant marché central de Bujumbura n'existait plus. Il était le véritable poumon de l'économie burundaise. Un incendie a attaqué ce marché tôt le matin du 27 janvier 2013, aux environs de 6h30 minutes. Cette date est devenue un cauchemar pour les habitants de Bujumbura et surtout pour les commerçants détenteurs des stands d'Alex-Marché Central qui ont assisté à ce sinistre. Aujourd'hui, cette place, qui servait comme un lieu d'approvisionnement pour tous les commerçants burundais, est presque un dépotoir. Une odeur nauséabonde est devenue une caractéristique de cet endroit jadis grenier du Burundi. La situation était très alarmante. Ce matin noir du 27 janvier 2013, les commerçants venaient de tous les quartiers de Bujumbura pour venir voir s'ils peuvent sauver les marchandises. C'était trop tard. Le marché était déjà en flammes. La scène était horrible, la tristesse était sur tous les visages. Ce jour, tous les camions anti-incendie qui étaient affectés à mairie de Bujumbura étaient en panne. Le gouvernement, dans l'incapacité de contenir le fait, a demandé le secours de son voisin du Nord. Le Rwanda a envoyé un hélicoptère sapeur-pompier, mais c'était trop tard. L'incendie avait déjà ravagé presque tout le marché. Comme si cela ne suffisait pas, le discours du ministre de l'Intérieur d'alors, Edouard Nduwimana, est venu enfoncer le clou. Face aux commerçants qui vivaient en désastre, au nom du gouvernement du Burundi, Edouard Nduwimana a tenu des propos qui ont choqué plus d'un. Il a dit que cet incendie peut être une volonté divine pour que notre pays puisse se doter d'un marché plus moderne. Ce discours a été accueilli comme un couteau tourné dans la plaie saignante des victimes de cet incendie. 2 jours après, le gouvernement a voulu rectifier le tir et a voulu se montrer plus compatissant. C'était dans une conférence de presse du premier vice-président de l'époque, Terence Nunguruza. Le gouvernement va voir ce qu'il peut faire pour aider les victimes de cet incendie. Le deuxième message que je voulais porter, c'est qu'en pareille situation, il faut que les gens se mettent ensemble en toute solidarité et essayer de voir ce qui peut être fait pour sauver ce qui est encore à sauver. Et je voudrais dire qu'au niveau du gouvernement, depuis que nous avons été informés de cet incendie, il y a eu plusieurs réunions, plusieurs concertations. Nous avons même décidé de nous rendre sur les lieux pour venir constater ce qui se passe. Et je voudrais vous dire que ceux qui ont dit que le gouvernement ne s'est pas occupé de cette affaire depuis le début, je crois qu'ils n'ont pas été bien informés. Jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ont perdu tout ce qu'ils avaient au marché n'ont jamais été indemnisés. Ceux qui avaient des stands au marché central de Bujumbura n'ont plus l'espoir de les récupérer. Mi-décembre 2019, le deuxième vice-président de la République, Joseph Butore, devant les représentants du peuple au Parlement, a reconnu que le gouvernement veut construire un immeuble moderne à cet endroit. La place où se trouvait le marché central de Bujumbura, vous dites que c'est le miroir du pays. C'est la même place que nous ne voulons pas construire n'importe quoi. On veut qu'il soit le miroir du pays. Ça demande beaucoup de moyens,
Mais jusqu'à présent, il n'y a personne qui cherche cette place pour construire quelque chose d'exemplaire. La majorité cherche cette place, mais on les dit que ce n'est pas à vendre. S'ils veulent l'exploiter, qu'ils viennent et qu'ils travaillent avec le gouvernement. La façon dont vous voulez exploiter cette place, c'est ce que nous voulons aussi. On ne veut pas mettre la même chose qui y était auparavant. Nous voulons construire quelque chose de remarquable, quelque chose qui soit vraiment le miroir du pays, le miroir de la capitale économique. Pour l'Observatoire de la lutte contre la corruption et les malversations économiques, ce marché aurait déjà été construit, n'eût été les spéculations de certains. Rien n'a été fait pour que ce marché soit construit. Il est clair que les intérêts des individus priment sur les intérêts des citoyens. C'est la raison pour laquelle nous faisons un appel vibrant aux politiciens qui vont aller aux élections de mai 2020 de mettre cette question en premier lieu. Le marché central de Bujumbura avait été construit en 1994 sur une superficie d'environ 3 hectares. Le marché comptait plus ou moins 3000 stands opérationnels avec près de 7000 occupants. Après le marché central de Bujumbura, d'autres marchés ont subi le même sort. Le dernier cas en date est celui de Matana, où 3 quarts des marchandises ont été consumées par le feu. Merci à Thierry Bigilinda Avis. La restauration de l'accord d'Arusha et la constitution de 2005 pourra sortir le Burundi de sa crise politique, analyse d'Innocent Muhozi, directeur de la télé-Renaissance, après la désignation d'Évariste Ndayishimiye comme candidat du parti CNDD-FDD au présidentiel. Pour lui, il n'y a rien à espérer suite à ce changement d'individu à la tête du pays, parce que la question ne réside pas sur un individu, mais plutôt sur le rétablissement de cet accord. Suivez. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue la source de la crise dans laquelle se trouve le pays depuis 2015 et même un petit peu avant. Ce n'est pas une crise qui résulte du bon vouloir d'un individu ou d'un autre. C'est la destruction méthodique de l'accord de paix d'Arusha et la constitution qui a résulté, qui sont à la base de la crise que nous vivons depuis 2015, de manière violente. Donc, croire que le changement à la tête du pays d'un individu qui remplace un autre apporterait un espoir quelconque, ce serait une illusion. C'est une décision, cette destruction de l'accord de paix et de la Constitution qui en résulté est une décision de l'organisation politique CNDD-FDD. Aussi longtemps que cette organisation ne change pas fondamentalement sa vision sur cette question de l'accord de paix d'Arusha et de la Constitution, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de changement qui viendra parce qu'il y a un changement d'individu à la tête du pays. Donc ce serait une illusion. C'est illusoire d'aller spéculer sur la personne du général Ndayishimiye. Ce n'est pas là que se trouve la question. La question est de savoir est-ce que le CNDD-FDD est prêt à revenir sur la table de négociation pour discuter avec les autres compatriotes qui ne sont pas d'accord avec lui et voir comment rétablir l'accord de paix et de sécurité d'Arusha et de la Constitution qui en résulte, oui ou non. C'est là la vraie question. Tout le reste n'est que spéculation périphérique. Innocent Muhozi s'entretenait avec notre confrère Bertrand Ngendakuriyo. Les journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 99 jours d'incarcération. Ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza en compagnie de leur chauffeur qui, lui, a été mis en liberté conditionnelle. Ils se rendaient en commune Mosigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient des rebelles et les forces de l'ordre. Le ministère public a requis 15 ans de réclusion criminelle contre Christine Kamikazi, Agnès Ndiroussa, Terence Modzenzi et Gide Hadelimana. Ils sont poursuivis pour complicité d'atteinte à la sûreté de l'État. De graves violations des droits de l'homme et une impunité pour les auteurs de ces violations ont poursuivi en 2019. Ceci ressort d'un rapport de l'organisation Initiative pour les droits humains au Burundi. Karina Tertsakian, chercheur de l'IDHB, indique que les plus visés dans ces violations sont les membres du parti CNL. Cette situation est aussi signalée dans différentes prisons du pays. Suivez. Donc notre rapport porte sur la période récente de 2019. Nous avons constaté que même si le Burundi ne figure plus très souvent dans les médias internationaux, la crise des droits humains et la crise politique qui a commencé en 2015 continue actuellement. Tout au long de l'année 2019, il y a eu des violations graves des droits humains qui sont ciblées surtout envers des opposants du parti au pouvoir ou des opposants présumés. Donc notre rapport présente le résultat d'enquêtes approfondies que nous avons menées sur plusieurs thèmes en particulier,
dont les attaques envers les membres du parti d'opposition, le CNL, la situation dans certaines prisons du Burundi où des prisonniers qui sont des membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, des prisonniers Imbonerakure, sont en train de maltraiter d'autres prisonniers qui sont perçus comme des opposants politiques. Nous avons également documenté des cas très peu connus, des personnes qui avaient déjà été assassinées, des opposants, ont été tués dans un endroit et leurs corps transportés dans un autre endroit très loin de là où ils ont été tués, et puis ils ont été enterrés dans des cimetières, notamment dans la province de Muyinga. Il y a plusieurs cas que nous avons recensés de 2019 et 2018. Et le rapport également décrit le contexte politique, économique et social. Donc, bien sûr, nous décrivons les violations des droits humains, mais nous essayons aussi d'analyser le contexte pour permettre aux lecteurs de mieux comprendre ce qui se passe et qui sont les auteurs ou les commanditaires principaux. Toutefois, Karina Tertsakian espère que la situation pourra changer une fois que les autorités prendront des mesures tangibles pour prévenir de nouvelles violations et désamorcer les tensions politiques avant les élections. Elle fait allusion à l'élection du candidat du parti CNDD-FDD pour l'élection présidentielle de mai. Encore une fois, suivez Karina Tertsakian. On veut toujours garder l'espoir, bien entendu. Le secrétaire général du parti, que le parti vient de désigner comme son candidat, fait plusieurs discours dans les mois récents où il a dit qu'il ne faut plus attaquer ses opposants politiques, il a prêché la tolérance politique, il a fait de beaux discours, mais malheureusement, la réalité sur le terrain pour la population burundaise est tout autre, et les violations continue. Donc, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que il y a un nouveau candidat, il y aura un nouveau président. Il y a quelques mois qui restent avant le début des élections, et c'est vraiment le moment maintenant pour les autorités de faire un effort et d'adopter des mesures concrètes pour empêcher une escalade de la violence avant ou pendant les élections. C'est sûr que cette période préélectorale est une période tendue, mais si les autorités agissent de manière responsable, elles peuvent essayer de prévenir la violence et surtout de faire de sorte que les personnes responsables d'assassinats, de mauvais traitements et d'autres violations soient poursuivies et traduites en justice. Ça représenterait un pas en avant très important pour l'avenir également. Colonel Firmin Sinzo Iheba était un homme intègre, intelligent et surtout rassembleur. C'est le témoignage d'Innocent Muhozi, qui était le directeur général de la radio-télévision nationale au Burundi, à l'époque où Firmin Sinzo Iheba était ministre de la Défense. 22 ans après sa mort, lors d'un accident d'hélicoptère, Muhozi se rappelle de ses discours lors des différents événements sanglants, entre autres celui de la chasse aux étudiants Hutus de l'Université du Burundi. Suivez Innocent Muhozi. Tumaze imyaka ibiri turi mu ngwano, abantu birirwa barapfa, ubutunzi bw'igihugu murazi nyene bwifashe. Kibaze rero yuko umuntu atumira abakozi ngo nimusibe kuja ku mirimo. Firmin Sinzo Iheba était un ministre de la Défense plutôt exceptionnel. C'est peut-être un des deux ministres les plus marquants de la défense de l'histoire du Burundi, avec le général Cyril Ndayirukiye. Firmin Sinzo Iheba était un homme de culture très large, un intellectuel très ouvert. Il a été ministre de la Défense à des moments extrêmement difficiles de l'histoire du Burundi, les années 90, qui étaient des années de grande violence, aussi bien urbaine que rurale. C'était la période de la guerre. Et dans les milieux urbains, c'était très souvent, dans Bujumbura notamment, la chasse aux Hutus. Et ça a été un ministre qui a marqué les esprits par sa dénonciation sans équivoque du harcèlement des Hutus et des massacres des Hutus par des jeunes Tutsis. Sa fameuse phrase célèbre à l'époque, quand il avait dit « Ces enfants Hutus que vous empêchez d'étudier, ils partiront en exil, ils iront au maquis et quand ils reviendront, ils seront mauvais. » Tout le monde se souvient de cette phrase du ministre Sinzo Iheba. C'est aussi quelqu'un qui avait la grande capacité d'avoir le recul nécessaire. Je me souviens qu'à l'époque, le chef du mouvement rebelle, c'était Léonard Nyangoma.
Et il se fait que le père de Léonard Nyangoma est tombé malade, le vieux monsieur était très malade, et c'est la famille de feu Sinzo Iheba qui a été l'amener à l'hôpital, le faire soigner. C'était un très grand signe de discernement, qu'il sache faire la part entre la guerre, la situation politique, et les simples relations humaines qui ne devraient pas être effacées par ce genre de situation. C'est aussi quelqu'un qui a été sans équivoque lors du massacre des étudiants hutus à l'Université du Burundi, qui avait violemment dénoncé l'acte posé par certains jeunes gens qui étaient des Tutsis, qui ont été tués, des étudiants hutus à l'université. Le ministre Firmin, notamment dans une interview qu'on avait fait ensemble à la RTNB, avait dénoncé sans équivoque ce massacre. C'était donc un homme qui était bien dans sa peau, bien dans sa tête, et qui était particulièrement patriote, qui voyait les Burundais, pas les Hutus contre les Tutsis contre les Hutus, mais qui plaidait surtout pour une solution qui passerait par une solution politique et pas une solution de violence. Donc il a été ministre pas longtemps, mais il a marqué les esprits durant la courte période où il a été ministre de la Défense, jusqu'au jour où il a eu l'accident d'avion qu'il a emporté. Page santé à présent, on pourrait mettre un terme à l'épidémie de la malaria au Burundi grâce à la médecine traditionnelle. Avis de Ginette Kadile-Kinyana, directrice de l'Agence consultative en éthique de coopération internationale ACECI, qui remercie le ministère de la Santé publique pour leur collaboration et l'approbation de ces médicaments pour la lutte contre la malaria. C'était lors d'une conférence de presse ce lundi. On a bien collaboré avec le ministère de la Santé publique jusqu'à ce qu'elle approuve ces plantes d'Ocater et d'Artemisia au Burundi. On n'utilise pas ces plantes par voie orale seulement. On les utilise aussi pour chasser les moustiques. Ça veut dire qu'il y a les pommades et ce qu'on utilise pour l'usage du torchon. Je dirais qu'il y a de tout ce qu'il faut pour se protéger contre les moustiques. Vous savez, si les moustiques te piquent 100 fois par jour, nos produits issus d'Ocater pourra diminuer ces piqûres pendant l'après-midi ou étant au bureau. C'est pourquoi, quand tu te protèges contre les moustiques, tu te protèges aussi contre la malaria. ACECI contribue à la protection, mais pas pour soigner la malaria. Si tu as le paludisme, tu vas à l'hôpital. C'est pourquoi on exige la prévention. La commission Vérité et Réconciliation Sévère a commencé les travaux d'exhumation des restes humains enterrés dans des fosses communes en commune Chombo de la province Karoussi, tout près de la rivière Ruvubu, ce lundi. Pierre Claver Ndaïchalié, président de la CVR, indique que c'est autour de 7000 personnes qui ont été enterrées dans cet endroit. Suivez-le. Dans cet endroit où nous sommes, on peut l'appeler Ruvubu Ampedomo. Mais là où nous sommes exactement, on nous a dit que c'est dans la colline Bukirasazi. C'est dans la commune Chombo de la province Karuzi. Les gens qui sont tués et enterrés dans des fosses communes ici, nombreux venus dans la prison centrale d'Ogitega, il y a ceux qu'on jetés dans les fosses communes étant en vue. Ça, ce sont des témoignages que nous avons reçus des personnes qui sont toujours vivantes. On les trouve encore dans les livres ou encore chez les témoignages vivants. Donc, ce sont des gens qui conduisaient des tracteurs. Nous avons déjà constaté qu'ici, il y a 14 fosses communes. Là où nous sommes, c'est dans la commune Chombo, de la province Karoussi. Auparavant, la province Karoussi était appelée l'arrondissement de la province d'Ogitega. Ici, dans cet endroit, même si nous continuons des enquêtes, nous savons qu'il y a des personnes qui sont mortes en provenance de Karoussi ou dans cette rue qui va dans la province Ngozi, Bitare, Bugendana, Mutaho. Il y a ceux qui, même qu'ils venaient dans la rue qui va à Ruigi ou Rutana, Makebuko, Bukirasazi, Giheta, Anala, Bujumbura, Muramvia. Il y a même ce qu'on a jeté dans cette rivière. Le travail que nous sommes en train de faire, c'est le premier travail qu'on appelle en français première phase. Parce qu'ici, dans la Ruvubu, en commune Chombo de la province Karoussi, dans cette colline Bukirasazi, ce n'est pas seulement 1000 personnes qui sont enterrées dans des fosses communes. Ce n'est pas 2000 personnes seulement. Ce n'est pas seulement 3000 personnes. Ce n'est pas 4000 personnes seulement. Dans les livres que nous avons, on est presque au nombre de 7000 personnes qui sont ici dans ces fosses communes. Ce nombre de 7000 personnes sont enregistrées dans un livre qui a été écrit par l'Église catholique. Vous allez chercher ça. Le livre est intitulé Ubuzima Patiri Michel Kayoya. Dans la page 25, c'est là où nous trouvons le nombre de 7000 personnes.
niho batubwira abantu ibihumbi ndwi. Et avant de clore notre journal, montrer la vue d'ensemble de la situation du pays dans les secteurs politiques, diplomatiques et économiques durant ses mandats, c'était au centre de l'échange entre Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, et les ambassadeurs du Burundi à l'étranger, comme le dit Else Nizigamanhama Agiro, Madame l'ambassadeur du Burundi en Allemagne. Suivez. J'ai eu le privilège et l'honneur d'être reçu par son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi, son Excellence Pierre Nkurunziza, au lendemain du congrès extraordinaire qui s'est tenu à Gitega et qui a abouti à la connaissance du candidat du parti CNDD-FDD à l'élection présidentielle de 2020. Et aujourd'hui, le président nous a donné une vue d'ensemble de la situation du Burundi. Il a parlé essentiellement du secteur politique, diplomatique, économique, en insistant sur les progrès déjà réalisés pendant le temps qu'il est au pouvoir en tant que président de la République. C'était vraiment un échange fructueux. Il nous a donné des éléments qui seront aussi utiles dans la réalisation de la mission nous confiée en tant que représentant du Burundi à l'étranger. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à notre journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.